Son histoire vraie, originaire de San Diego, a commencé discrètement, comme le font la plupart des mensonges dangereux. Je m'appelle Eleanor Brox. J'ai 64 ans, je suis une ancienne secrétaire d'école, et depuis 4 ans, je vis seule dans une petite maison blanche donnant sur la partie la plus tranquille de la baie de San Diego. Après le décès soudain de mon mari, Thomas, des suites d'un AVC, le silence est devenu mon compagnon quotidien. Non pas le silence paisible, mais celui qui s'installe entre les murs et vous suit d'une pièce à l'autre. J'ai appris à le combler par des rituels, le café du matin sur la véranda, une promenade le long du port, les samedis au marché aux poissons où l'air marin se mêlait aux cris des mouettes et aux voix familières annonçant les prix. Pendant 3 ans, 2 mois et 13 jours, j'ai raconté la même chose à tout le monde. Mon fils Daniel était à l'étranger pour un contrat de longue durée. Il était consultant en systèmes électriques. Très qualifié, très recherché. Singapour, Corée du Sud, parfois Europe. Voilà l'histoire. C'est l'histoire que sa femme, Marissa, me racontait. Et je l'ai répétée jusqu'à ce qu'elle me paraisse vraie. Je le disais à mes voisins, à mes amis de l'église, aux femmes qui me vendaient des crevettes fraîches tous les samedis matins. Je le disais avec fierté, car y croire redonnait un sens à ma vie. Mon fils avait réussi. Mes sacrifices avaient compté. Marissa était toujours la messagère. Elle gérait les appels, les nouvelles, les explications. Daniel était occupé, disait-elle doucement. Décalages horaires, projets sensibles, contrats confidentiels. Elle disait tout cela avec un sourire doux et un regard prudent, de ceux qui ne s'attardaient jamais trop longtemps. Quand les fêtes passaient sans un coup de fil, elle avait des raisons. Quand les anniversaires n'étaient salués que par un bref SMS, elle avait des excuses. Je voulais la croire. J'avais besoin de la croire. Parfois, tard le soir, le doute s'insinuait. Je fixais mon téléphone, faisant défiler de vieilles photos de Daniel avant son départ supposé. Son rire, son sourire en coin, la façon dont il m'appelait tous les dimanches sans faute. Je me disais, les hommes changent. La vie se complique. Les mères doivent apprendre à lâcher prise. Le chagrin a cette capacité de faire passer les mensonges pour de la compassion. Chaque samedi matin, je me rendais au marché du port juste après le lever du soleil. C'était mon havre de paix. J'achetais des oranges au même vendeur, du pain frais au même étal. J'écoutais les mêmes histoires sur la météo et les prises de pêche. Les gens me connaissaient. Ils savaient que mon mari avait construit des bateaux. Ils savaient que mon fils travaillait à l'étranger. Ils approuvaient d'un signe de tête quand j'en parlais, et je leur rendais le hochement de tête, me persuadant que la répétition finissait par créer une réalité. Un de ces matins, alors que la mer était calme et l'air frais, je me suis sentie observée. C'était subtil au début, comme on presse une ombre avant de la voir. Je me suis retournée et j'ai remarqué un homme à quelques pas de moi, la trentaine, vêtu d'une veste délavée et tenant un petit paquet. Il avait l'air nerveux, son regard oscillant entre la foule et moi. Il a prononcé mon nom avant même que j'aie eu le temps de lui demander le sien. C'est à ce moment précis que mon histoire soigneusement construite a commencé à se fissurer. Il a dit mon nom doucement, presque avec précaution, comme s'il craignait de briser quelque chose de fragile entre nous. Madame Brox. Je me suis tournée complètement vers lui. Puis, en m'approchant, j'ai pu voir la tension sur son visage, le léger tremblement de ses mains. Ce n'était pas une simple erreur. C'était quelqu'un qui avait répété ce moment et qui, pourtant, n'y était pas préparé. Oui, ai-je répondu. Puis-je vous aider? Il a dégluti et a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule vers les étals de poissons et la foule en mouvement. Vous êtes la mère de Daniel Brox, n'est-ce pas? Entendre le nom de mon fils dans la bouche d'un inconnu m'a fait sursauter. J'ai hoché la tête lentement. Oui. Ses épaules se sont légèrement affaissées, comme celles de quelqu'un qui avait enfin trouvé la bonne porte après avoir frappé à trop d'autres. Je m'appelle Caleb Moore, a-t-il dit. Je ne suis pas censé vous parler. Je ne devrais même pas être ici. Avant que je puisse lui demander ce qu'il voulait dire, il m'a glissé un petit paquet dans les mains. Il était emballé dans du papier Kraft ordinaire. Pas d'adresse de retour, aucune inscription. Il était plus lourd qu'il n'y paraissait. S'il vous plaît, dit-il rapidement, n'ouvrez pas ça ici. Ne le montrez à personne. Regardez-le quand vous serez seul. Regardez ce que je vous ai demandé. Ma voix se serrait déjà. Il ne répondit pas tout de suite.
Son regard se porta de nouveau sur la foule, puis sur le port, puis de nouveau sur moi. Je n'en peux plus, dit-il. J'ai essayé. Je me suis dit que ça ne me regardait pas. Mais votre fils, il mérite mieux que le silence. Mon cœur se mit à battre la chamade. Mon fils va bien? Caleb hésita, et dans cette hésitation, une terrible angoisse s'empara de ma poitrine. Quelle que soit la réponse qu'il hésitait à donner, aucune n'était bonne. Je suis désolé, dit-il finalement. C'est tout ce que je peux dire ici. S'il vous plaît, n'ignorez pas ça. Quoi qu'il vous ait dit, ce n'est pas toute la vérité. Qui sont-ils? Mais il reculait déjà en secouant la tête. J'ai une famille, Madame Brox. J'en ai déjà trop dit. Et puis il disparut, englouti par la foule du samedi matin, comme s'il n'avait jamais existé. Je restai là, le paquet à la main, le bruit du marché soudainement assourdissant, aveuglant. L'odeur de poisson et d'agrumes me retourna l'estomac. Autour de moi, les gens riaient, marchandaient, vaquaient à leurs occupations. Personne ne remarqua que mes mains tremblaient. Je retournai à ma voiture sans rien acheter. Le paquet reposait sur le siège passager, silencieux et patient, tel un être vivant. Je n'allumai pas la radio. Le trajet du retour me parut presque imperceptible. En arrivant chez moi, des souvenirs que j'avais refoulés commencèrent à refaire surface. Les sourires crispés de Marissa. La façon dont elle répondait toujours à la place de Daniel. Le fait que je ne me souvenais plus de la dernière fois où j'avais entendu la voix de mon fils sans elle. Tout près. Je m'étais dit que c'était la vie moderne. Je m'étais dit de ne pas être dans le besoin. Je me disais que j'étais fière. À l'intérieur, le silence était différent, plus lourd, chargé d'attente. J'ai posé le paquet sur la table de la cuisine et je l'ai fixé du regard. C'était la même table où Daniel avait fait ses devoirs, où mon mari avait découpé les dindes de Thanksgiving, où les mensonges n'avaient jamais été proférés à voix haute, mais avaient vécu en silence pendant des années. Pour la première fois, j'ai laissé la pensée que j'avais évité se former pleinement. Et si mon fils n'était pas là où je le croyais? J'ai fermé les rideaux, verrouillé la porte et me suis assise. Ce que contenait ce paquet allait tout changer. J'ai attendu plusieurs minutes avant de le toucher à nouveau, comme si le temps lui-même pouvait adoucir la vérité qu'il renfermait. Mes mains étaient maladroites lorsque j'ai déchiré le papier craft. À l'intérieur, il y avait 3 choses. Une clé USB, une photo pliée et une simple feuille de papier avec une écriture si serrée et précipitée qu'elle était presque douloureuse à lire. J'ai d'abord pris la photo. C'était Daniel. Il n'y avait aucun doute. Le visage de mon fils m'avait toujours été familier, malgré les années. Mais cette image de lui m'a coupé le souffle. Il paraissait plus mince, plus anguleux. Ses yeux étaient ce qui me faisait le plus mal. Ils n'étaient pas vides. Ils étaient vifs. Trop vifs, comme si quelqu'un essayait de communiquer sans pouvoir parler. Il se tenait devant un mur de béton blanc, un journal à hauteur de poitrine. La date était claire. Il y a 3 semaines. Je me suis laissé tomber sur la chaise, la photo tremblant entre mes doigts. Il y a 3 semaines, Marissa m'avait dit que Daniel était en Corée du Sud pour finaliser un contrat important. J'avais répété ce mensonge à 3 personnes différentes sans hésiter. Mon regard s'est posé sur la clé USB. Je l'ai portée jusqu'au vieux portable que je gardais sur le coin de la table, celui que mon mari avait insisté pour que j'apprenne à utiliser. Il s'est allumé lentement, comme le font les vieilles machines, comme s'il rechignait à fonctionner. Quand j'ai branché la clé, un seul dossier est apparu. À l'intérieur, plusieurs fichiers vidéo, chacun étiqueté avec une date remontant à près de 2 ans. J'ai cliqué sur le premier. Une vidéo montrait ma cuisine. Pas une cuisine semblable, pas un endroit qui ressemblait à la mienne. Ma cuisine était filmée d'un angle en hauteur que je ne reconnaissais pas. L'horodatage indiquait un après-midi de semaine, alors que je savais avoir fait du bénévolat à la bibliothèque. Sur l'écran, Marissa entrait par la porte de derrière avec sa clé. Sans hésiter, elle se dirigeait directement vers le meuble où je rangeais mes papiers importants. Je la regardais retirer méthodiquement des dossiers, photographiant les pages avec son téléphone. Actes de propriété, documents d'assurance, relevés bancaires. Elle se déplaçait avec assurance, comme une habituée. J'en ai eu la nausée. La deuxième vidéo montrait ma chambre, les tiroirs de ma commode ouverts, le bureau de mon défunt mari fouillé. La troisième vidéo était celle du garage où elle fouillait des cartons étiquetés de ma main.
Chaque dossier révélait le même schéma. Elle ne venait que lorsque j'étais absente. Elle n'avait jamais l'air pressée. Elle cherchait quelque chose de précis. J'ai fermé les vidéos et pris la lettre. Madame Brox, commençait-elle. Je travaille comme livreuse de colis privés. On m'a demandé de déposer des articles dans un établissement de soins sécurisé près de San Diego. C'est là que j'ai vu votre fils. Il n'était pas à l'étranger. Il était à l'intérieur, éveillé, observant le monde extérieur comme quelqu'un qui attendait qu'on se souvienne de lui. Ma vision se brouilla tandis que je lisais. La lettre expliquait que Daniel avait été placé sous tutelle, que Marissa contrôlait tous les contacts, que Caleb avait commencé à poser des questions et qu'on lui avait demandé d'arrêter. Je fixai à nouveau la photo. Mon fils n'avait pas disparu dans le tourbillon d'une carrière. Il avait été effacé. La maison autour de moi me parut soudain étrangère, comme si j'avais vécu dans un décor de théâtre tandis qu'une chose réelle et dangereuse se tramait juste derrière les murs. Je compris alors que le mensonge n'avait rien à voir avec la distance. Il s'agissait de silence, et quelqu'un avait tout fait pour le maintenir. Je ne dormis pas cette nuit-là. Je restai assise à la table de la cuisine jusqu'à l'aube. La photo de mon fils, face cachée, à côté de l'ordinateur portable, la clé USB entre mes paumes comme une confession. Chaque souvenir se rejouait différemment maintenant. Chaque instant que j'avais ignoré, chaque excuse que j'avais acceptée parce que c'était plus facile que de me demander pourquoi mon propre enfant avait disparu de ma vie sans protester. Juste avant le lever du soleil, alors qu'une pâle lumière filtrait à travers les rideaux, un souvenir me revint en mémoire. Une clé. Je me levai lentement et me dirigeai vers le placard du couloir, ouvrant la petite boîte en bois où je rangeais la montre et le portefeuille de mon mari. Dessous, une fine clé en laiton était scotchée sur une fiche. Je ne l'avais pas touchée depuis la semaine de la mort de Thomas. Riverside Crédit Union, boîte 319. Je me souvenais de notre dispute à ce sujet, des années auparavant. Je lui avais demandé à quoi elle servait. Il avait souri de ce sourire fatigué qu'il avait quand il ne voulait pas m'inquiéter et avait répondu que c'était une simple précaution, quelque chose que tous les parents devraient avoir. J'avais laissé tomber. Je laisse toujours tomber les choses. 2 heures plus tard, je me tenais dans le salon privé de la caisse d'épargne, les mains tremblantes, tandis que l'employé faisait glisser la boîte métallique sur la table et me laissait seule. À l'intérieur se trouvaient des documents soigneusement rangés, des copies d'actes de propriété, des relevés bancaires, et sur le dessus, une enveloppe scellée adressée de la main de mon mari. Éléanore. Mon cœur se serra en l'ouvrant. Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là et que quelque chose a mal tourné. Il avait écrit qu'il avait. J'avais remarqué des changements chez Marissa bien avant que Daniel ne soit censé quitter le pays. Des incohérences financières, des conversations qui ne collaient pas, sa façon de parler de contrôle plutôt que de partenariat. Daniel était devenu plus silencieux, plus hésitant, plus contrôlé. Je n'avais pas de preuves à l'époque, écrivait-il, mais j'ai fait confiance à mon intuition et j'ai pris les devants. Il expliquait l'existence de la fiducie familiale qu'il avait discrètement créée, une fiducie qui protégeait tous les biens importants, inaccessibles aux conjoints sous tutelle, et conçue pour être activée si Daniel était un jour déclaré incapable ou isolé de sa famille sans raison valable. Assise là, tremblante, les larmes coulant à flots, je réalisais que mon mari avait vu le danger venir alors que je m'étais persuadée que tout allait bien. Au bas de la lettre, une dernière phrase m'a marquée. Si Marissa vient un jour chercher des documents, c'est qu'elle a besoin de quelque chose qu'elle n'a pas. Ne l'aidez pas. Battez-vous pour notre fils. J'ai quitté la banque, une boîte serrée contre ma poitrine. Ma douleur n'était plus douce et triste, mais vive et intense. Il ne s'agissait plus seulement de trahison. Il s'agissait de survie, de défaire un mensonge savamment orchestré pendant des années. Pour la première fois depuis la mort de mon mari, je le sentais à nouveau près de moi. Non pas par le souvenir, mais par la force de ma présence. Quel que soit le système qui m'avait pris mon fils, il ne le retiendrait pas, et je ne me tairais plus un seul jour. Je n'ai pas confronté Marissa. Pas encore. J'ai souri quand elle est passée. Je lui ai servi du thé. Je l'ai écouté parler de Daniel avec des phrases soigneusement choisies, toujours vagues, toujours rassurantes. J'ai observé son regard parcourir la pièce, les placards, les étagères. Elle cherchait encore. Cela me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Le lendemain matin, j'ai passé mon premier coup de fil. Il s'appelait Arthur Leven,
un consultant juridique à la retraite. Mon mari avait travaillé avec lui des années auparavant lors d'un litige immobilier. Il a répondu à la deuxième sonnerie, d'une voix prudente mais bienveillante. Quand je lui ai raconté ma découverte, le silence s'est installé. « Éléanore, a-t-il dit lentement, ce que vous décrivez est assez courant. C'est juste que la famille le découvre rarement. » Il m'a expliqué les abus de tutelle avec un calme brutal. Comment des adultes pouvaient être isolés légalement. Comment les avis médicaux pouvaient être influencés. Comment des biens pouvaient être discrètement détournés pendant que les familles étaient abreuvées de mensonges soigneusement formulés. Ce n'était pas un crime isolé. C'était un système qui reposait sur le silence et l'épuisement. Arthur m'a donné un nom, pas celui d'une entreprise, mais celui d'une personne. Lena Park, enquêtrice indépendante, ancienne auditrice de conformité pour les établissements de soins pour personnes âgées. Elle avait démissionné après avoir refusé de signer des rapports qu'elle savait faux. Lena m'a rencontré 2 jours plus tard dans un café tranquille, loin de chez moi. Elle a écouté sans m'interrompre tandis que je lui exposais tout, les vidéos, la fiducie, la lettre. Quand j'ai eu fini, elle n'a pas paru surprise. « Votre fils n'est pas le seul », a-t-elle dit. « Il est juste l'un des rares dont la famille se bat encore. » Elle m'a parlé d'établissements déguisés en centres de soins, de tuteurs spécialisés dans le contrôle, pas dans les soins, de directeurs médicaux qui signaient des diagnostics par commodité, et non par souci de vérité. Elle m'a dit qu'une fois qu'une personne était prise dans cet engrenage, les débusquer exigeait rapidité, preuve et chance. Je ne voulais pas compter sur la chance. 3 nuits plus tard, Lena m'appela après minuit. « J'ai trouvé quelqu'un à l'intérieur, » dit-elle. « Une infirmière. Elle a démissionné il y a 2 semaines. Elle a gardé des copies. Nous nous sommes rencontrés dans ma cuisine avant l'aube. La femme s'appelait Émilie Reyes. Elle paraissait jeune, épuisée et terrifiée. Elle fit glisser une clé USB sur la table et serra les mains sur ses genoux. « Votre fils n'a jamais été mis hors d'état de nuire, » dit-elle. Il était surveillé, restreint, réduit au silence. Chaque fois qu'il demandait de vos nouvelles, c'était noté comme de l'agitation. Chaque fois qu'il essayait de parler librement, ses privilèges étaient réduits. Je fermai les yeux. Émilie me montra des évaluations internes, des tests cognitifs jugés normaux, des notes modifiées a posteriori, des factures qui ne correspondaient pas aux soins prodigués, et une chose qui me glaça le sang. Une recommandation signée stipulant que l'isolement continu était nécessaire pour éviter toute interférence familiale. Le nom de Marissa revenait sans cesse. Tandis qu'Émilie partait par ma porte de derrière, Lena resta. Elle me regarda avec un sérieux plus lourd que la peur. « Ils savent quand les familles commencent à poser des questions, » dit-elle. « Dès qu'ils sentent une résistance, ils agissent vite. Si Marissa se rend compte que vous ne coopérez plus, elle n'hésitera pas à utiliser contre vous la même arme qu'elle a utilisée contre votre fille. » J'acquiesçai, car au fond de moi, je le savais déjà. Le mensonge ne servait plus seulement à se protéger. Il se préparait à riposter. Marissa agit plus vite que je ne l'avais imaginé. 2 matins après le départ d'Émilie Reyes de ma cuisine, une enveloppe officielle est apparue dans ma boîte aux lettres. Papier épais, sceau du tribunal, mon nom dactylographié avec une froide précision. Je suis resté longtemps debout au comptoir avant de l'ouvrir, sachant déjà ce que j'y trouverais, une requête en évaluation de capacité. Marissa Brox demandait au tribunal de déterminer si j'étais capable de gérer mes propres affaires. Le document me décrivait comme de plus en plus oublieuse, émotionnellement instable et sujette à des accusations paranoïaques. Il faisait référence à mon deuil suite au décès de mon mari, à mon isolement, à mon âge. Des déclarations d'un médecin dont je me souvenais à peine, soigneusement formulées pour suggérer une inquiétude sans preuve, étaient jointesses que tu aurais dû rester dans l'ignorance, Éléanore. Daniel n'a jamais été assez fort pour protéger ce qui lui appartenait. J'ai fait ce que j'avais à faire. Le silence qui suivit fut absolu. Le juge n'hésita pas. La tutelle de Daniel Brox, la procédure est close, avec effet immédiat. La requête contre Éléanore Brox est rejetée avec préjudice. Le tribunal ordonne une enquête criminelle complète sur Marissa Brox pour fraude, coercition et séquestration. Le coup de grâce a retenti. Le visage de Marissa s'est livide à l'approche des policiers. Daniel s'est levé de sa chaise et s'est dirigé vers moi. Pour la première fois en 3 ans,
Mon fils était libre. Et le mensonge qui avait régné sur nos vies n'avait enfin plus d'endroit où se cacher. Daniel est rentré 3 jours plus tard. Pas à l'hôpital, pas dans un établissement spécialisé. Dans la petite maison blanche au bord de la baie où résonnaient encore les rires de son enfance. En franchissant le seuil, il a hésité, comme s'il doutait de l'instant présent. Puis il a expiré, un souffle qui semblait porter en lui 3 années volées. La guérison n'a pas été instantanée. Certaines nuits, il se réveillait désorienté. D'autres jours, il restait assis tranquillement sur la véranda, à contempler l'eau, comme s'il réapprenait le sens du temps quand personne ne le contrôlait. J'ai appris que la liberté n'efface pas les blessures. Elle ne fait que les apaiser. Il y avait de la place pour se reconstruire. L'enquête s'est déroulée rapidement après l'audience. L'établissement a fermé ses portes en quelques semaines. Plusieurs administrateurs ont été inculpés. Les dossiers ont été rouverts. D'autres familles ont été contactées. D'autres noms ont fait surface. D'autres vies ont discrètement retrouvé la lumière du jour. Marissa a été condamnée des mois plus tard. Fraude, coercition, abus de tutelle. Le juge a utilisé des mots comme calculé et prédateur. Assise au fond de la salle d'audience, je tenais la main de Daniel, sans éprouver de victoire, seulement du soulagement que le mensonge ne puisse plus nous atteindre. Caleb Moore n'a pas obtenu justice au tribunal, mais il n'a pas été oublié. Daniel et moi avons rendu visite à sa famille en privé. Nous leur avons dit la vérité. Nous leur avons dit que leur fils et mari avaient sauvé une vie en refusant de se taire. Je pense encore à lui chaque samedi en passant devant le port. Certains courageux laissent une trace indélébile. Aujourd'hui, la maison est de nouveau bruyante. Daniel prépare le dîner. Je me plains du bruit. Nous rions. Un rire qui ne s'emballe pas. Un rire qui dure. Parfois, on me demande comment j'ai pu être aussi naïve. Comment une mère pouvait-elle croire? J'ai menti si longtemps. La réponse est simple et dérangeante, car c'était plus facile. Le confort peut être dangereux. Le silence peut être mortel. Et l'amour sans courage n'est aucune protection. Je partage cette histoire car quelqu'un qui la regarde en ce moment même ressent peut-être ce même malaise silencieux que j'ai jadis ignoré. Ce sentiment lorsque les explications sont trop faciles. Lorsque quelqu'un contrôle le récit de façon excessive. Lorsque votre instinct vous murmure que quelque chose cloche et que vous choisissez de ne pas l'écouter. Ne faites pas la même erreur que moi. Posez les questions difficiles. Faites confiance à votre cœur avant que votre esprit ne cherche à le justifier. Les systèmes fondés sur le secret ne survivent que lorsque les gens bien se taisent. Je n'ai pas sauvé mon fils par la force, l'argent ou le pouvoir. Je l'ai sauvé en choisissant la vérité, même lorsqu'elle était terrifiante. Et je le referai sans hésiter. 5 leçons de vie à tirer de cette histoire. Premièrement, le confort n'est pas synonyme de sécurité. Deuxièmement, le contrôle se cache souvent derrière un discours bienveillant. Troisièmement, le silence protège les agresseurs, pas les familles. Quatrièmement, votre instinct est un signal d'alarme, pas un inconvénient. Cinquièmement, une seule personne qui prend la parole peut tout changer. Si cette histoire vraie vous a touché, prenez un instant pour réfléchir. Un moment de réflexion. Quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire? Où vous trouvez-vous en ce moment? Aimez, partagez et commentez. Votre voix permet à ces histoires d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin.